Donc la première intervention, Domiti Gra, qui est à ma droite, qui va se présenter tout à l'heure, qui fait partie de notre comité scientifique. Donc il va nous parler des sous-types de TDC et physiopathologie. Donc je donne maintenant la parole à Domiti. Merci. Merci beaucoup Vincent. Donc, je remercie beaucoup DFD pour cette invitation dans ce magnifique Parlement. Et en effet, je fais partie du comité scientifique de DFD depuis cette année avec grand plaisir. Et donc, je suis neuropédiatre. Je travaille en Île-de-France depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé longtemps à Robert Debré. Je travaille maintenant au CHU de Bicêtre, donc à PHP toujours, au CRTLA. Et je suis très engagée dans la cause des enfants dyspraxiques depuis déjà plusieurs années, notamment auprès de Caroline Huron, avec qui j'ai fait ce travail que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une publication que nous avons publiée dans DMCN, que vous pouvez consulter donc facilement, sur la classification du trouble du développement de la coordination. Dia suivante. Donc, en préambule, c'est vrai que quand on parle de troubles de développement de la coordination, on a tout de suite en tête des enfants lents et maladroits en difficulté motrice, mais il faut bien avoir ce concept qui n'est pas vraiment trivial, que c'est vraiment une histoire de programmation cérébrale vulnérable, c'est-à-dire ce sont des connectivités atypiques qui entraînent ce trouble, même si au niveau des connaissances physiopathologiques, on a encore beaucoup de choses à découvrir. En tout cas, cette programmation cérébrale qui ne se fait pas comme attendu va entraîner en effet des difficultés motrices, comme vous savez, avec des enfants souvent très fatigables parce qu'ils doivent littéralement penser à leurs gestes. Dia suivante. Donc, comme on vous l'a beaucoup rapporté dans la journée, c'est un diagnostic qui est souvent méconnu, qui est sous-diagnostiqué, en partie parce qu'il relève d'une longue observation, d'une anamnèse assez importante, d'un examen clinique moteur attentif. Il y a aussi des diagnostics différentiels importants à écarter. Et puis, il y a toute une observation parentale, scolaire, dans les différents environnements, plus des évaluations standardisées avec l'efficience intellectuelle, le niveau cognitif, et puis une évaluation motrice par la psychomotricienne ou le psychomotricien ou l'ergo selon l'âge de l'enfant. Diapositive suivante. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? Parce que c'est vrai que quand on parle des enfants dyspraxiques, ou maintenant évidemment des adultes, c'est très important, on est confronté à des troubles qui sont très très variés. On a des phénotypes extrêmement larges. Certains enfants sont gênés dans leur coordination globale, mais d'autres finalement sont plutôt relativement habiles sur ce plan-là. Presque tous les enfants sont très gênés au niveau de leur motricité fine. Certains ont des difficultés dans les compétences visospatiales, mais d'autres non. Certains ont des difficultés dans les coordinations bucco-faciales, et ce n'est pas le cas là encore de tous les enfants dyspraxiques. Et puis vous avez tout un panel, comme on l'a bien dit aujourd'hui, de troubles associés extrêmement fréquemment, comme le trouble de l'attention, parfois le trouble du langage oral, parfois le trouble autistique, et un niveau de raisonnement qui peut être très variable d'un enfant à l'autre. Et tout cela entraîne un phénotype extrêmement large qui rend la classification très ardue. Dia suivante. Alors, dans cette étude, on a pris le parti de s'intéresser très précisément à la coordination fine, à la motricité fine, parce que finalement, en termes d'impact sur l'entrave à l'autonomie, dans les gestes de la vie quotidienne et dans la scolarité, c'est quand même ce qui gêne beaucoup ces enfants qui vont avoir du mal à se vêtir, à boutonner, à lasser, à manger proprement et bien sûr à écrire et à manipuler les outils scolaires. Et donc là, je vous ai mis un petit extrait d'un MABC d'un enfant qui a finalement une coordination globale assez préservé. Tout ce qui est viser, attraper, sauter, il a bien réussi. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de les écrous, les trajets, les chevilles, ça l'a mis en grande difficulté. Dia suivante. Encore dia suivante, je vais vous présenter la méthodologie de l'étude. Donc, on a pris des enfants qu'on a inclus entre 2017 et 2020, qui étaient d'âge de passer une WISC 5, donc l'échelle de Wechsler standardisée en France, de 7 ans à 16 ans 11, et qui étaient adressés avant tout pour une plainte motrice. C'était la particularité de ces enfants. Ils venaient parce que les parents ou les entourages étaient inquiets sur leurs compétences motrices. Et puis, donc, ces enfants, ils bénéficiaient tous d'une évaluation neuropédiatrique par mes soins et d'une évaluation neuropsychologique par Emmanuel Poimaes. Et donc, l'évaluation était très standardisée, avec un examen neuropédiatrique complet. Et puis, bien sûr, on vérifiait que l'enfant répondait bien aux critères du trouble du développement de la coordination.
avec des questionnaires standardisés pour les parents, donc le DCDQ et à l'époque le MABC2 checklist, c'était avant le MABC3 qui vient de sortir en effet, et puis la WISC 5 et des bilans praxiques complémentaires que je vais vous présenter. Nous n'excluons pas les enfants qui avaient des troubles associés, considérant que c'est la réalité des enfants dyspraxiques et que si on excluait les enfants dyspraxiques qui avaient des troubles associés, eh bien, il ne resterait plus beaucoup d'enfants. En revanche, on caractérisait et diagnostiquait finement les troubles associés parce que c'est très important dans une étude. Et puis les critères d'exclusion, eh bien, en fait, c'était ceux du DSM, c'est-à-dire des enfants myopathes ou ayant un diagnostic qui expliquait leurs difficultés motrices qui étaient autres que le trouble de coordination. Dia suivante. Alors, on a relevé de façon assez exhaustive toutes les données cliniques importantes comme l'âge de la marche, l'âge du langage, le périmètre crânien, tous les éléments cliniques qui sont importants. Tous les enfants avaient un questionnaire en faveur d'un trouble de la coordination, c'est-à-dire qu'ils avaient soit le DCDQ positif, soit la MABC2 checklist positif, soit les deux. Et puis, vous voyez que tous les enfants avaient une échelle, donc un QI par WISC 5, et puis des tests de motricité fine complémentaires avec la NEPSI2 et la MABC2. Et puis, les enfants avaient aussi un test standardisé d'écriture qu'on appelle le BHK pour la France. Et les enfants qui avaient une plainte attentionnelle, une suspicion de trouble de l'attention associée, avaient aussi un bilan par Teach, c'est-à-dire des épreuves ciblées sur la concentration. Diapositive suivante. Alors, là, c'est là qu'il faut rester bien concentré malgré l'heure tardive et le nombre de topos que vous avez eus. Je vais vous décrire en termes simples, ne prenez pas peur, l'analyse statistique qu'on a réalisée. Donc, comme je ne suis pas très forte en statistique, vous devriez bien suivre. Diapositive suivante. Je me suis fait aider, comme vous vous en doutez. Donc finalement, notre analyse, qu'on appelle une analyse en composantes principales, l'idée c'est on va d'abord prendre beaucoup de données, comme vous voyez, et ça fait beaucoup de données. Donc l'idée de la statistique qu'on utilise là, c'est de simplifier ces données parce qu'on en a beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on a pris comme données? On a pris toutes les données du bilan neuropsychologique et praxique, donc tous les indices, les subtests de la WISC 5, ça nous fait déjà 10, plus les 17 tests de motricité fine et les tests visospatiaux, donc de la NEPSI et du MABC2, plus les subtests du bilan attentionnel pour les enfants qui ont passé le bilan attentionnel. Et on se retrouve donc avec 36 variables neuropsychologiques, ce qui fait quand même pas mal de variables. Dia suivante. Tout ce qui est de l'ordre des données cliniques, elles ne sont pas prises en compte directement dans l'analyse, dans l'ACP. Ce sont des données qu'on projettera ensuite sur l'espace géométrique que je vais vous présenter. Donc celles-ci, je vous en reparlerai ultérieurement, mais elles ne sont pas prises en compte dans l'analyse initiale. Dia suivante. Donc je vous présente les résultats avec cette petite carte postale que j'aime bien d'une petite fille qui a réussi à tomber 5 fois dans un plan d'eau. Et sa maîtresse qui suspectait qu'elle avait une dyspraxie m'a dit « Là, vraiment, quand je reçois cette carte postale, il faut vraiment que je te l'envoie. » Et vous avez le plan d'eau dans le journal. Dia suivante. Alors, donc on avait 211 enfants adressés pour plainte motrice. Bien sûr, on a exclu ceux qui ne respectaient pas les critères du TDC parce qu'ils avaient une autre cause à leur difficulté motrice. Nous n'avons eu qu'un refus de participer, je pense, ça ne va pas vous étonner, parce que les familles sont très impliquées, sont très demandeuses d'avancer pour leurs enfants. Et donc, nous avons eu 164 enfants dyspraxiques inclus. Dia suivante. Alors, ces enfants, si on regarde un petit peu leurs caractéristiques cliniques, il y a un petit peu plus de gauchers. Il y a une très forte surreprésentation de garçons. J'y reviendrai dans la discussion rapidement, parce que je pense qu'elle est un peu trop forte à mon goût. Mais bon, c'est la science, là, je dis mes résultats. Et nous avions pas mal d'enfants qui avaient des antécédents périnataux, c'est-à-dire un certain nombre d'enfants qui étaient nés prématurément. C'est un facteur de risque connu de dyspraxie. Et puis, on avait quelques enfants qui avaient des petites anomalies dans la substance blanche à l'IRM cérébral, ce qui là encore reflète la vulnérabilité, notamment dans la substance blanche pour certains enfants dyspraxiques. Tous les enfants avaient des syncinésies, c'est-à-dire des petits mouvements en miroir, reflets de leur trouble de coordination. Ça, ce n'est pas un signe clinique spécifique de la dyspraxie, mais c'est un signe qui est systématique chez ces enfants. Diapositive suivante.
Alors là, ça ne devrait pas vous étonner non plus, on avait beaucoup de troubles associés. Le trouble le plus fréquemment associé est le trouble déficit de l'attention hyperactivité. C'est tout à fait publié, donc on s'y attendait, qui concerne plus de la moitié de notre population. On avait 15% d'enfants qui avaient également un trouble du spectre autistique et un quart des enfants qui avaient une dyslexie. Nous avions peu d'enfants qui avaient un trouble du développement du langage oral, 5%, parce qu'ils venaient avant tout pour une plainte motrice, donc ça fait un petit biais. Et puis on avait quand même 11% d'enfants qui avaient des tics et de nombreux enfants qui avaient des troubles du sommeil. Donc comme je vous le disais, ceux qui ont un TDAH, ceci a été conforté par un bilan neuropsychologique attentionnel. Dia suivante. Alors voilà le profil neuropsychologique type que nous avons trouvé et puis dégagé de cette étude. Donc ça en termes cliniques c'est vraiment intéressant pour vous. On voit en un clin d'œil que ces enfants, ils ont un domaine où ils sont forts, c'est l'indice de compréhension verbale, c'est vraiment le point fort de ces enfants dyspraxiques et qu'au contraire la vitesse de traitement est très abaissée. Elle était dans une zone limite pour la moyenne, c'est-à-dire autour de 80. Et qu'est-ce qui gênait le plus les enfants qui ont passé la WISC 5, c'est la fameuse épreuve de code où en termes chronométrés, ils doivent recopier des tas de codes très compliqués pour des enfants qui ont des difficultés graphomotrices et qui doivent se dépêcher. Et si on s'intéressait à j'ai comme indice de compréhension verbale ma force dans le WISC, j'ai comme point faible l'indice de vitesse de traitement, eh bien il y avait plus de la moitié de la population qui avait cette caractéristique d'avoir à la fois l'indice de compréhension verbale comme point fort de la WISC et à la fois l'indice de vitesse de traitement comme point faible. Certains enfants avaient l'indice visospatial aussi comme point faible, mais c'était moins souvent, c'était un petit peu moins flagrant que l'indice de vitesse de traitement qui, lui, était abaissé de façon vraiment écrasante. Diapositive suivante. Si on s'intéresse au score du MABC2, donc ça ne va pas vous surprendre non plus, presque tous les enfants avaient un score inférieur à la norme, ce qui reflète d'ailleurs la sensibilité et la spécificité de ce test, hein, c'est-à-dire qu'on peut être dyspraxique. Il y a un petit pourcentage d'enfants dyspraxiques qui ont ce test normal. À ce moment-là, la recommandation, c'est de faire un autre test. En l'occurrence, nous, on a fait la NEPSI, parce qu'aucun test, enfin c'est très rare qu'un test donne 100% de repérage des enfants, c'est attendu. Et donc ça, vous avez des extraits du MABC2 donc avec les épreuves redoutables comme mettre les petites chevilles jaunes, enfiler le AC et tout un tas de choses très difficiles quand on a un trouble du geste. Diapositive suivante. Donc ça, c'est un extrait rapide des épreuves visospatiales. Par exemple, est-ce que la flèche arrive dans la cible? Ce genre de choses, là encore, très difficile quand on a des fragilités visospatiales. Eh bien, on considérait que les enfants avaient des difficultés visospatiales s'ils échouaient à la moitié de ces tests au moins, ou plus. Eh bien, ça correspondait à 40% de notre population. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que parfois, dyspraxie égale gros troubles visospatiaux. Et vous voyez que finalement, si on prend la fenêtre inverse, eh bien 60% de nos enfants ont des compétences visospatiales préservées. Donc, il ne faut pas exclure ce diagnostic si les enfants ont des compétences préservées. Mais c'est sûr que 40% de troubles visospatiaux, c'est énorme. Et ça fait partie des choses qu'on cherche toujours chez ces enfants. Dia suivante. Ça ne va pas vous étonner non plus, 90% des enfants étaient dysgraphiques. C'est une des conséquences lourdes et quasi systématiques du trouble de la coordination. Alors certains étaient plus gênés sur le plan de la rapidité, c'est-à-dire qu'ils avaient une dysgraphie quantitative, 50% d'entre eux. 80% d'entre eux avaient une dysgraphie qualitative et 37% d'entre eux avaient les deux. Ils étaient à la fois gênés dans la qualité et dans la rapidité de l'écriture. Dia suivante. C'est là qu'il faut s'accrocher. Concentration maximale pour le public. Donc, cette fameuse ACP. Donc, vous prenez les données que je vous ai dites et en fait, vous allez simplifier dans un espace géométrique. La simplification, c'est que ça va vous donner des dimensions avec ces deux axes que je vous représente. Et la dimension maximale, la grande dimension, c'est celle qui explique le plus la variance, les différences entre votre population dyspraxique. Donc, en fait, c'est intéressant parce que la dimension 1, c'est-à-dire la dimension horizontale, qu'on peut appeler l'axe rouge, qui va de gauche à droite, c'est la statistique nous dit c'est ça qui explique le plus la différence entre votre population. Et qu'est-ce que c'est cet axe rouge? C'est les compétences visospatiales. C'est-à-dire qu'est-ce qui distingue la population dyspraxique avant tout, c'est est-ce que j'ai des compétences visospatiales atteintes ou est-ce que j'ai des compétences visospatiales préservées. Dans cet axe rouge, vous avez les cubes de la WISC, les cubes de la NEPSI, trouver son chemin, enfin que des choses visospatiales.
Et donc, plus vous allez vers la droite, plus vos compétences visospatiales sont bonnes. Plus vous allez vers la gauche, plus elles sont altérées. Ça, c'est le premier axe que dégage l'analyse statistique. Le deuxième axe vertical, l'axe vert, la dimension 2, c'est là où c'était très très beau et on était très enthousiastes parce qu'on s'y attendait pas. C'est un axe purement gestuel, donc ça c'est très joli en soi, c'est-à-dire que dans ces épreuves vertes, vous n'avez que des choses de dextérité, mais plus vous allez vers le haut, plus vous êtes rapide, donc ce sont les épreuves gestuelles qui sont chronométrées. Comme le tapping, ce genre de choses, la précision chronométrée, etc. Mais à contrario, c'est là où il faut s'accrocher, plus vous allez vers le bas, plus vous êtes précis. C'est-à-dire qu'il y a un axe inverse. Si vous allez vers le haut, vous êtes de plus en plus rapide. Donc, si vous allez vers le bas, vous êtes de plus en plus lent. Mais aussi, si vous allez vers le haut, vous êtes de moins en moins précis. Et si vous allez vers le bas, vous êtes de plus en plus précis. Et donc ça nous a paru très fort parce que cliniquement, si vous connaissez bien ces enfants et vous les connaissez tous, il y en a qui sont plus lents et il y en a qui sont plus maladroits. Et la statistique l'a sorti et on a trouvé ça vraiment fort. Dia suivante. Donc une fois que vous avez vos deux dimensions, eh bien, vous projetez vos 164 petits patients et finalement l'analyse, ce clustering, vous donne la classification d'un point de vue tout à fait non supervisé, c'est-à-dire que nous, on ne maîtrise rien, on n'injecte pas d'hypothèse, on laisse l'analyse nous dire voilà comment votre population d'enfants se répartit dans cet espace géométrique. Et donc l'analyse nous donne 4 groupes de patients dyspraxiques. 2 vers la gauche, ce sont les troubles, on va dire, mixtes, c'est-à-dire les enfants qui ont à la fois des difficultés gestuelles et visospatiales. Et puis, les groupes de 3 et 4, ce sont des enfants qui ont des compétences visospatiales préservées et qui ont une atteinte purement gestuelle. Et le groupe 3, il est surtout lent. Et le groupe 4, il est surtout imprécis. Ça va? Ça vous paraît assez clair? Diapositive suivante. Alors, du coup, pour rajouter de la robustesse à notre analyse, notre féru statisticien, celui qui est bien plus fort que moi, a fait un autre modèle pour s'assurer de la robustesse et de la reproduction de cette analyse. Il a utilisé un autre modèle statistique et on voit qu'il y a une superposition parfaite et que cette analyse statistique est très forte et elle peut être reproduite par un autre modèle. Dia suivante. Ensuite, on s'est intéressé à se dire finalement toutes les épreuves qu'on fait, la MABC2, la NEPSI, est-ce que c'est si important pour pouvoir bien caractériser nos petits patients? Donc la réponse est oui, c'est-à-dire que si vous faites la même analyse en prenant juste les subtests de la WISC, les indices du QI, ça ne suffit pas pour distinguer les patients. Il y a quand même grossièrement, c'est pas complètement différent, mais il y a quand même très peu de recouvrement. Donc oui, c'est très important de faire des épreuves évidemment praxiques chez ces patients standardisés. Dia suivante. Diapositive suivante, merci. Alors, du coup, à contrario, on peut se demander si on enlève les variables attentionnelles ou si on les rajoute, est-ce que c'est une différence? Est-ce que finalement, le fait d'avoir un trouble de l'attention associé, ça rend nos patients dyspraxiques différents dans leur atteinte? Moi, mon intuition clinique, c'était que non. C'est-à-dire que c'est justement contre-intuitif pour moi de dire cet enfant dyspraxique, il est comme ci ou comme ça, mais peut-être qu'il a ce trouble associé, il est différent. C'est pas du tout la réalité des troubles du neurodéveloppement. Et donc, la statistique, elle dit ça aussi. Elle dit, si vous rajoutez les résultats attentionnels, ça ne change pas du tout la classification de vos enfants dyspraxiques. La classification reste la même. Diapositive suivante. Ensuite, on s'est intéressé à voir dans ces clusters, dans chaque cluster, qu'est-ce qui dominait au niveau des résultats. Donc dans le cluster 1, ce qui domine, quand c'est en caractère gras, ça veut dire que c'est bien réussi, les résultats sont fortement positifs. Quand c'est en caractère light, ça veut dire que les résultats sont mauvais. Donc le cluster 1, ce qui le caractérise, c'est que toutes les épreuves qui sont très sollicitantes du visospatial, elles sont déficitaires. Par exemple, c'est écrit en anglais, mais NEPSI Arrow, c'est les flèches de la NEPSI, etc. Le cluster 2, bon, c'est le cluster un peu plus hétérogène. Ils sont aussi caractérisés par des difficultés visospatiales, mais un peu moins sévères que le cluster 1. Le cluster 3, il est caractérisé par ce qui est de l'ordre de la motricité, en termes de précision. Je suis un peu moins mauvais que les autres. Par contre, je suis très lent. Donc, ce qui est en caractère light, c'est tout ce qui est chronométré, NEPSI chronométré, etc. Et le cluster 4, lui, c'est un peu le contraire. C'est des enfants qui sont plutôt forts dans le visospatial, ils ont un raisonnement préservé. Par contre, ils sont plus imprécis par rapport aux 3. Diapositive suivante.
Ça, je vous ai mis un petit peu des extraits des notes pour que vous vous rendiez compte vraiment de ces enfants. Donc les notes standards, si vous les connaissez normalement, les notes standards, c'est entre 8 et 12. 7, c'est une note limite. 6, 5, 4, ce sont des notes franchement déficitaires. Et donc, en un clin d'œil, vous voyez par exemple que le cluster 1, malheureusement pour eux, ils ont des épreuves visospatiales très très chutées. C'est ce que je vous ai mis dans le cercle rouge avec des notes standards entre 1 et 4, c'est vraiment très très bas. Mais vous voyez aussi que leur atteinte gestuelle, elle est sévère. Leur note standard de test de motricité en qualité, c'est 3, 4, donc ce sont des enfants qui sont très très gênés. Puis vous voyez que le cluster 3, eh bien finalement, bon, ils ont aussi une atteinte en motricité fine en termes de précision, mais c'est vraiment les plus lents de tous. Si vous regardez par exemple l'anepsie, la vitesse, la première ligne, ils ont une note standard à 5, ce sont les plus lents de tous les groupes. Et puis le cluster 4, eux, c'est les rapides, entre guillemets. Ils ne sont pas non plus ultra rapides, ils sont dans la norme en termes de rapidité. Par contre, leur précision est vraiment très mauvaise. Leur test de motricité fine, c'est entre 4, 4, 3, c'est vraiment pas bon. Diapositive suivante. Si on s'attache, comme je vous disais tout à l'heure, les fameuses variables cliniques, à quel âge j'ai marché, à quel âge j'ai parlé, on les projette sur cet espace géométrique et on regarde qu'est-ce qui s'associe par cluster. Alors le cluster 1, qu'est-ce qui s'associe à ce cluster? C'est les antécédents périnataux, c'est avoir des difficultés bucco-faciales, mais c'est aussi avoir un petit peu plus de retard à la marche et c'est avoir plus besoin d'aide humaine en classe, d'AESH, et c'est ceux qui ont le plus redoublé à l'école élémentaire. Donc c'est les enfants qui ont le plus mauvais pronostic scolaire, ceux qui ont les troubles gestuels et visospatiaux mixtes importants. A contrario, le cluster 4 est caractérisé par des enfants qui avaient plutôt des IRM préservés et pas trop d'antécédents de fragilité dans la substance blanche. Et donc, ce qui me plaît bien, c'est que beaucoup de choses étaient uniformément réparties. Le fait d'avoir un trouble du neurodéveloppement associé, c'était uniformément réparti, de même que le sexe, la latéralité et la catégorie socio-professionnelle. Dia suivante. Alors, si vous suivez un petit peu, il y a quelque chose qui nous a un peu embêtés. C'est que finalement, le cluster 1, on a l'impression que c'est les enfants qui ne vont pas bien du tout. C'est les petits prémas, c'est les enfants nés avec des gros antécédents, ceux qui ont l'IRM un peu fragile, qui ont marché tard. Donc on s'est dit, peut-être que la seule chose qu'on est en train de mettre en évidence, c'est qu'il y a des enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement sévère étendu, et puis il y a les chanceux qui sont un peu plus isolés, un peu plus light. Donc on s'est dit, pour savoir un petit peu mieux caractériser cet enfant, il faudrait s'assurer que leur niveau de raisonnement, il est préservé, et il est préservé, y compris dans ce fameux cluster 1 qui commençait un peu à nous inquiéter. Parce que si c'est juste de 1 à 4, je suis de plus en plus sévère, à moins en moins sévère, ça aurait pu être la réalité, mais c'était un petit peu pas très subtil. Alors on s'est dit, on va calculer une moyenne qui ne prend compte que du raisonnement. Donc c'est ce que vous voyez sur votre écran, c'est-à-dire toutes les épreuves de raisonnement comme similitude, balance, des choses comme ça. Et puis on a pris une autre moyenne qui ne fait que du visospatial. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? Vous voyez qu'au niveau du raisonnement, donc la ligne verticale, c'est la norme. Tous nos enfants ont un raisonnement parfaitement préservé, y compris le cluster 1 et le cluster 2. Ils ont un raisonnement parfaitement dans la norme, alors que quand vous voyez la moyenne qui se focalise sur le visospatial, elle est franchement décalée vers la gauche, puisque les enfants ont des difficultés visospatiales sévères. Ce dont on ne s'attendait pas, c'est que finalement, vous avez vu, il y a une sorte de gradient étonnant. C'est là qu'à nouveau, il faut bien suivre. C'est-à-dire que les enfants qui ont des compétences visospatiales préservées, c'est-à-dire le gris et le rouge, là, qui ont le visospatial parfaitement dans la petite ligne verticale, regardez leur niveau de raisonnement. Il est carrément un peu décalé au-dessus. Ils sont dans la norme forte du raisonnement. Mais leurs compétences visospatiales ne sont pas dans la norme forte du raisonnement. C'est comme s'il y avait une sorte de signature neuropsychologique de la dyspraxie et que quand vous avez ce trouble, c'est vraiment pas banal d'avoir des compétences visospatiales très très fortes. Presque, si vous êtes très très fort en visospatial, ça exclut le fait d'avoir un trouble de la coordination. C'est comme s'il y avait une faiblesse relative visospatiale, même chez les enfants dont on dit que leurs compétences visospatiales sont préservées. Finalement, si on les corrèle à leur niveau de raisonnement, elles sont toujours un petit peu en dessous, quel que soit le groupe, et ça aussi c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés. Diapositive suivante. Alors on arrive à la discussion, je crois que j'ai à peu près réussi à... Ouh, non pas trop. Alors discussion rapide. C'est une étude pas très facile à décrire, mais j'ai que 2 dias de discussion. On y va, dia suivante.
Bon, les forces de l'étude, c'est quand même la robustesse de la statistique et puis le très large échantillon et des enfants très bien diagnostiqués. Dia suivante. Il faut faire attention à cette forte représentation de petits garçons, qui n'est pas forcément le fait qu'il y a beaucoup plus de garçons dyspraxiques. On sait que globalement, dans les troubles du neurodéveloppement, les garçons sont un peu plus fragiles, n'est-ce pas? Mais il y a aussi, vous savez peut-être, on en parle beaucoup maintenant, un biais dans l'accès aux soins, un biais que les petites filles doivent être un peu plus sévères pour accéder aux soins. Donc méfiance, parce que plus on publie sur les garçons, plus on dit que c'est les garçons malades et on tourne un peu en rond. Donc je tempère ça. Sinon, on avait des caractéristiques homogènes avec les pubis. Dia suivante. On arrive aux deux dernières. Ouf. Donc ça, point important pour vous, hein, bon niveau verbal, faiblesse de vitesse de traitement, lenteur, dysgraphie. C'est vraiment la photographie neuropsychologique de ces enfants. Dia suivante. Heureusement que vous aurez le topo. Hein. Donc vous avez vu que ce sont les enfants qui ont des troubles visospatiaux qui ont le plus fort impact négatif de la trajectoire scolaire. Donc ça, c'est une forte corrélation. Dia suivante. Et voilà les messages clés. Donc, limiter l'imprécision ou privilégier la vitesse. Il faut choisir, c'est un peu une blague, évidemment, les enfants ne choisissent pas. Des aptitudes visospatiales très élevées sont très peu en faveur d'une dyspraxie, mais à contrario, des aptitudes visospatiales normales n'excluent pas le trouble. Et puis, ceux qui ont les troubles visospatiaux ont clairement le pronostic le plus sévère. Dia suivante, c'est le message clé, enfin l'image clé, pardon. Donc voilà un petit peu ce qu'a mis en évidence cette étude. Deux groupes d'enfants qui ont des troubles mixtes et puis les bleus qui ont des troubles gestuels isolés. Et ceux-là sont soit plutôt très lents, soit plutôt très imprécis, ce qui ouvre la porte à des améliorations en termes de prise en charge. Et puis pour les recherches, ces groupes homogènes. Et je vous remercie, je m'excuse pour les 5 minutes prises. C'est parfait. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas tout à fait une question, mais c'est vrai que quand on voit vos 4 groupes, c'est très bien. Et on aurait envie d'avoir le groupe des enfants ordinaires par rapport au 4e, parce qu'ils ont l'air parfaits. Oui, le groupe 4, on a du mal à l'évaluer par rapport à des enfants ordinaires. Ah, vraiment pas, parce que c'est vrai que là ça allait vite, mais au MABC2, ils ont vraiment des notes standards à 3, à 4, ils sont complètement dans les choux. Mais par contre, là où ils sont bons en EVO, c'est le raisonnement, le visospatial. Mais en motricité, ils sont vraiment pas bons du tout. C'est ça leur différence avec la norme. Une autre question, une dernière question? Oui. Par rapport à l'âge de la marche, moi je pensais que c'était pas un critère, l'âge de la marche. Donc vous vous basez sur quel âge ? Alors, en fait, on a regardé... décidément. On a regardé 2 tranches. On a regardé si il marchait ce qu'on a appelé dans notre jargon à la frange, parce que ça, c'est intéressant, ça peut être un peu plus fréquemment vu chez les dyspraxiques, donc entre 15 et 18 mois, c'est-à-dire dans la norme, mais à la frange tardive de la norme. Et puis, on a regardé ceux qui marchaient franchement au-delà de 18 mois. Et donc, la plupart des enfants dyspraxiques marchent dans l'âge attendu, mais avec une petite surreprésentation dans les 15-18, et une minorité au-delà de 18 mois, ce qui est un critère de sévérité en général et de précocité des troubles moteurs. Est-ce qu'il y a une dernière question, éventuellement? C'est ça qu'il faut faire. Non? Oui, bonjour. Une dernière rapide. Je voudrais savoir juste s'il y a une recherche suivante qui est envisagée par rapport au visio-constructif. Parce qu'on a pris le visio-spatial, mais il me semble que si on est maladroit, ça pourrait impacter aussi le visio-constructif. Oui, alors en ce moment, je suis en réflexion là-dessus. Je suis d'accord pour voir si ceux qui ont les gros troubles visospatiaux, de quelle manière cette atteinte-là, justement, a un impact sur leur motricité. Donc, je creuse cette idée. Merci. Très bien. J'en avais juste une toute petite avant de terminer. Est-ce qu'il faut adapter les stratégies scolaires selon le cluster ? Oui, clairement, c'est vrai que cette étude, ça nous incite à être beaucoup plus proactifs pour les enfants qui ont des troubles visospatiaux parce qu'on voit que leur pronostic, il est mauvais. Quand je parlais de redoublement, je regardais juste en école élémentaire et on voyait 11%, c'est énorme, surtout qu'on redouble quand même pas beaucoup en France, qui ont redoublé avant l'entrée en 6e. Donc c'est vraiment énorme. Et voilà, on connaît bien l'impact sur la lecture, tous les traitements de tableau, c'est vraiment des enfants beaucoup plus sévères, donc être beaucoup plus proactifs chez eux, tout à fait. Très bien. Domiti, merci beaucoup. Merci à vous.